demander si elle est si nouvelle que ça, ou si en tout cas ce qui est nouveau, ça ne serait pas la perception qu'on en a, et le périmètre qu'elle a atteint, puisque je pense pas trop me tromper en disant qu'il ne doit pas y avoir beaucoup de populations et de pays dans le monde aujourd'hui qui échappent à la crise. Donc c'est vraiment une crise mondialisée. Alors voilà, malgré tout, il y a quand même des éléments nouveaux de contexte qu'il faut qu'on intègre en tant qu'acteur de solidarité internationale si on veut ajuster nos mobilisations là où elles doivent pouvoir se déployer. Le premier élément de ces évolutions, c'est d'intégrer les chamboulements géopolitiques qui sont à l'œuvre depuis ces 15 dernières années. On parle de la montée des pays émergents. En même temps, on voit bien qu'il y a une perte de l'hégémonie des États-Unis à travers le monde. Et puis, j'en parlais tout à l'heure, on est vraiment dans une crise et dans un désenchantement sur l'Europe. Et aussi, on le voit moins ici, mais aussi au Japon. Aujourd'hui, les rapports de force ont changé, et la conséquence de ça, c'est que ça change la perception nord-sud. Or, le mouvement de solidarité internationale, et notamment en France, il s'est construit sur une certaine vision nord-sud. Comment on change de cette approche nord-sud qui continue quand même de guider beaucoup des actions qui sont menées par les associations de solidarité internationale. En même temps, comment on intègre l'existence de nouvelles puissances qui ne sont pas forcément qui sont des puissances qui entendent aussi dicter leur agenda, y compris leur agenda sur la coopération et la solidarité, avec des moyens financiers. Mais c'est justement, là on a une force en tant qu'acteur de solidarité internationale. Depuis le temps qu'on travaille avec des partenaires en Afrique, en Asie, en Amérique latine et en Europe de l'Est, alors profitons-en. Tous ces échanges-là qu'on a développés depuis 30 ans sont vraiment, pour nous, peut-être plus que pour d'autres acteurs, une source de facilité à quand même sortir de nos schémas occidentaux et de cette approche nord-sud. Mais il va aussi falloir qu'on trouve à construire avec des collègues de ces pays émergents notamment des réponses et des mobilisations face à des nouvelles formes de domination qui se déploient, face à des pratiques qui pérennisent des pratiques d'accaparement des terres, vous l'avez dit, d'épuisement des ressources naturelles en permanence, et d'atteinte aux droits fondamentaux. Il me semble que plus que jamais, nous avons à affirmer et à revendiquer que ces réponses seront construites sur le seul socle commun que nous avons et qui n'est malheureusement pas mis en œuvre partout dans le monde, qui est le socle des droits fondamentaux. L'accès aux droits fondamentaux pour toutes et tous dans le monde est loin d'être une réalité, mais vraiment très loin d'être une réalité. Et notamment pour les femmes, absolument. On se laisse gagner par ceux-là même qui ont intérêt à ce que ces droits n'existent pas pour pouvoir dominer et finalement continuer à s'enrichir sur le dos des populations et au prix du non-respect de leurs droits fondamentaux. Et si j'en parle, c'est parce que grande a été notre surprise d'avoir un président de la République qui est venu faire un discours de clôture aux assises du développement et de la solidarité internationale, qui nous a expliqué sa vision du développement, laquelle n'a jamais fait référence à l'approche par les droits. Et que dans les négociations qui existent aussi au niveau européen comme au niveau international, ces droits sont sans cesse remis en question.
avec cette idée que, et cette menace brandie, notamment par un certain nombre d'acteurs privés et financiers, et notamment par les multinationales, que les droits c'est bien gentil, mais enfin c'est quand même une source de perte de compétitivité. Alors évidemment, à un moment où on est dans une forte crise et où le chômage s'est aggravé, notamment au nord, c'est une menace assez facile. Mais qui marche quand même pour qu'un président de la République en France ne réaffirme pas que le développement, c'est avant tout l'accès aux droits fondamentaux pour toutes et tous, ça veut dire qu'il y a des lobbies et des stratégies d'influence qui opèrent. Et c'est grave, et on doit se mobiliser avant que ce soit quelque chose qui soit relégué à un stade où les conventions ne seront plus respectées. La deuxième chose qui me semble être un élément nouveau à prendre en compte, c'est la question de l'accroissement des inégalités. Longtemps, parler de développement, ça a été parler de lutte contre la pauvreté. Et d'ailleurs, les objectifs du millénaire pour le développement sont complètement ancrés dans cette idée qu'il faut éradiquer la pauvreté. Alors, je ne suis pas contre, évidemment. Évidemment qu'il faut éradiquer la pauvreté, et évidemment qu'en plus on en aurait les moyens. Mais cette question de la pauvreté, elle amène à nous voir, enfin, elle est définie, elle est mesurée par des indicateurs qui sont essentiellement monétaires. Donc on est pauvre quand on vit avec moins d'1,25 $ par jour. Bon, alors donc, ça va mieux quand on vit avec 1,50 $. Alors ça, c'est vraiment déjà une approche très problématique. Si on lit la déclaration, elle est très ambitieuse, et elle a un souffle que malheureusement, aujourd'hui, on n'arrive pas à retrouver. Et on l'a vu avec la conférence dite de Rio+20, le texte qui en est sorti n'avait pas cette ambition absolument forte qu'il y a quand même dans la déclaration du millénaire de vouloir éradiquer la pauvreté, qui est un texte qui a quand même été signé par 193 États, donc il y a quand même une vraie force. Mais à côté de ça, donc ces objectifs qui sont construits sur cette approche de la pauvreté étaient quand même une régression par rapport à d'autres textes qui avaient, et notamment en 1986 a été adoptée une résolution qui s'appelle le droit au développement. Et cette résolution a été absolument géniale. Évidemment, elle a été portée par tout un travail mené à partir du milieu des années 70 par le groupe des 77 notamment, pour donner une approche non seulement multidimensionnelle du développement, mais aussi une approche politique du développement. Et le fait d'avoir ces objectifs du millénaire pour le développement en 2000 a été une régression, parce que cette déclaration du droit au développement n'a jamais été mise en œuvre. Elle a été adoptée par 146 États, et dans les États qui ne l'ont pas adoptée, il y avait les États-Unis. Et évidemment, on est au milieu des années 80, et on sait quelle logique ultra-capitaliste était à l'œuvre à cette époque-là aux États-Unis. Donc cette déclaration du droit au développement n'a malheureusement pas été ratifiée ni mise en œuvre, et donc on se contente aujourd'hui de ces objectifs du millénaire pour le développement où on parle de pauvreté et où on la mesure avec des indicateurs plutôt monétaires. Alors parler des inégalités, ça permet de recontextualiser pourquoi il y a ces situations de pauvreté, parce que même si il y a un recul de la pauvreté en valeur globale dans le monde, grâce notamment à ce qui s'est passé dans des pays comme la Chine ou comme l'Inde sur ces 15 dernières années, les inégalités, elles, se sont développées. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on est dans une situation où il y a de plus en plus de riches qui s'enrichissent au détriment de pauvres qui s'appauvrissent. Voilà, je ne suis pas une spécialiste des chiffres, mais vous avez l'Observatoire des inégalités qui fournit des chiffres tout à fait éloquents en la matière, avec, par exemple, ce chiffre que 1% des plus riches de la planète posséderaient 43,6% de la richesse de la planète, et 10% en détiendraient 83%. Et donc aujourd'hui, on est dans une situation où il faut non pas prendre en compte seulement la question de la lutte contre la faim et la pauvreté,
mais la question de la lutte contre les inégalités, parce qu'il faut qu'on se mobilise contre cette ultra-richesse qui continue d'exister et qui continue de s'enrichir malgré les déclarations qu'on a eues et qu'on a entendues en 2009, notamment au G20, et avec un président à l'époque qui nous expliquait que les paradis fiscaux c'était terminé. Et les pays du Sud en sont les premières victimes, puisque l'argent qui échappe à l'impôt pour les pays du Sud, c'est 100 fois le montant de l'aide publique au développement global. La question des inégalités, elle amène, à mon sens, donc cette capacité qu'on a à remettre la discussion sur les mécanismes qui sont en œuvre et qui conduisent à ces situations de pauvreté. Elles amènent à se poser la question d'un plancher et d'un plafond aussi. Bon, alors le plafond, souvent on en parle, les revenus minimum d'existence. Mais il faudrait aussi qu'on se pose la question du revenu maximum acceptable. Aujourd'hui, je parlais de cette ultra-richesse, ça n'est pas acceptable de nous faire croire qu'un patron multinational peut gagner, je ne sais plus combien, 6 millions d'euros, parce que soi-disant, il aurait plus de responsabilités, une formation qui serait mieux que certains, puis en plus, quand c'est un homme, il gagne encore plus que quand c'est une femme. Donc voilà, c'est des arguments qui ne sont pas recevables pour accepter qu'il y ait autant de différences de revenus entre les populations d'un même pays d'ailleurs. Parce que ces inégalités, elles s'accroissent entre nations, mais elles s'accroissent surtout à l'intérieur des États. Et donc ça amène à poser la question des régulations, du recul de la responsabilité politique au profit des intérêts économiques et financiers qui se sont soi-disant octroyés la possibilité d'opérer cette régulation pour au final mettre en place un système qui est totalement non régulé. Et donc la question de la place du politique et de la responsabilité du politique à tous les échelons, elle est aujourd'hui largement posée. Il y a eu un renoncement, voire même une alliance entre politique et acteurs privés, économiques ou financiers, face à laquelle que nous devons intégrer. Vraiment que nous devons intégrer et dont nous devons nous sentir concernés par ça. Une autre dimension qu'on doit intégrer, c'est la confrontation à l'urgence écologique, qui se traduit donc par l'épuisement de certaines ressources naturelles, qui s'est opéré par cet épuisement des ressources naturelles, par la destruction de notre biodiversité, par aussi les déforestations énormes qui sont opérées un peu partout dans le monde, et y compris dans des endroits absolument symboliques pour la planète comme l'Amazonie, par des États comme le Brésil, qui aujourd'hui, dont on aurait espéré qu'aujourd'hui ils prennent en compte cette question-là, mais ils sont sur le même modèle productiviste, donc on a le même problème. Donc en tout cas, cette urgence écologique, elle est posée à nous par des actes prédateurs qui ont été opérés par l'homme sur la nature, et dont les effets en termes de changement climatique sont aujourd'hui avérés, mais aussi pour faire les liens avec la solidarité sociale. Parce qu'aujourd'hui, on a quand même tendance à nous mettre dans des compartiments. Bon. Alors, il y a les acteurs de la solidarité internationale d'un côté, et puis il y a les acteurs de l'environnement, du développement durable de l'autre, et il y a des agendas différents, et il y a des ministères différents, et nous, on s'épuise, parce qu'on doit courir de part et d'autre tout le temps, avec des moyens qui sont loin d'être renforcés. Et donc aujourd'hui, c'est vraiment un enjeu important parce que on ne peut pas continuer à accepter d'être mis en compétition, en fait, entre les acteurs environnementaux et les acteurs développement. Ça n'a pas de sens. Et c'est aussi un des intérêts... c'est une chose que le CRID a su anticiper, puisque dans le CRID, il y a bien sûr des ONG de développement classiques, mais il y a aussi des associations environnementalistes, comme il y a des associations de droits de l'homme, parce que ce mouvement de solidarité internationale, c'est tout ça à la fois. Donc on travaille avec les Amis de la Terre, avec OVIV, comme on travaille avec le CCFD Terre Solidaire, comme on travaille avec la Fédération Interdites du Monde, et ça fait quelques années qu'on travaille pour croiser les enjeux environnementaux avec les enjeux de développement. Et il serait temps que les pouvoirs publics le comprennent.
et qu'ils arrêtent de nous convoquer dans les espaces de concertation, chacun dans son coin. Mais c'est exactement ce qu'on a vécu pour les assises de la solidarité internationale. Et c'est exactement ce qu'on est encore en train de vivre dans la mise en place du Conseil national. Il va y avoir un Conseil national du développement et de la solidarité internationale qui va être créé, qui est une instance de concertation pérenne avec les pouvoirs publics, qui est une bonne nouvelle, puisque nous avions eu un gouvernement précédent qui avait fermé le HCCI, le Haut Conseil à la coopération internationale, qui avait probablement beaucoup de limites dans son fonctionnement, mais enfin qui avait quand même un intérêt majeur, c'est que c'était un espace de concertation avec les pouvoirs publics permanent. Donc ça va être créé, mais alors pour le créer, on consulte de façon différenciée les acteurs du développement durable, les acteurs du développement, les entreprises, les machins. Ça veut dire aussi qu'on a des stratégies d'alliance à mener avec les associations, les mouvements citoyens, les dynamiques en œuvre sur les questions environnementales. Je crois qu'aujourd'hui, en tant qu'acteur de solidarité internationale, il faut qu'on accepte d'élaborer une pensée critique sur le développement, et voire même de questionner le terme même de développement. On a fait, au nom du développement, des horreurs, et on continue d'en faire. Je citerai par exemple les formes d'exploitation qui ont été développées sur l'exploitation des ressources naturelles, sur lesquelles on a une littérature absolument incroyable faite par les organisations de la société civile, au nord comme au sud, pour dire quelles ont été les pratiques des multinationales qui extraient ces ressources naturelles, et des systèmes d'exploitation qui ont clairement bafoué les droits des populations locales et saccagé l'environnement de ces populations locales, parfois de façon complètement irrémédiable, quoi. Donc là-dessus, les Amis de la Terre sont une source inépuisable de ce genre de rapport, mais pas que, et nous on en a produit au niveau du CRID pendant plusieurs années, puisqu'on a développé un programme qui s'appelle Une seule planète, et qui a mis en exergue différents cas de pratiques de la société Perenco au Guatemala, ou de la société Eramet en Indonésie, voilà, qui sont absolument horribles. Je parlais du Brésil, oui, bien sûr, il y a des projets de grands barrages hydroélectriques au Brésil qui sont une vraie catastrophe environnementale, mais aussi sociale. Donc voilà, on doit se questionner sur cette vision du développement qui est beaucoup trop ancrée sur la question de la croissance et sur une approche productiviste, et où certains acteurs se posent la question de comment aller plus loin dans la marchandisation et la financiarisation du vivant. La question des marchés carbone, c'est exactement ce problème-là. Mais ça va aujourd'hui plus loin, c'est-à-dire que l'idée, ça serait de marchandiser les services rendus par la nature. Les plantes qui permettent de filtrer l'eau pour la rendre plus pure, voilà, ça c'est un nouveau marché. Et là-dessus, ça a des enjeux. Ce sont des enjeux de solidarité internationale, et ce sont des enjeux tout simplement d'avenir pour les générations futures. Donc cette question de la marchandisation et de la financiarisation est vraiment le pendant de la défense des droits partout dans le monde, tels qu'ils ont été posés par les déclarations que vous connaissez, la DUDH, les pactes de 66, etc. Alors bon, faut-il parler de droit de la nature? Ça c'est le prochain débat. Moi je ne parle pas forcément de droit de la nature, mais droits environnementaux certainement. Et il y a notamment le droit à l'accès à l'eau et à l'assainissement, dont une résolution a été adoptée en 2010. Fait partie de ces victoires dont on ne peut pas se priver de se réjouir, parce qu'il n'y en a pas tous les jours, mais qui continuent à être combattues. Et à l'occasion de la conférence Rio+20, il faut savoir qu'au niveau de l'Union européenne, quand l'Union européenne a travaillé à son texte de position pour cette conférence, le premier texte qui a circulé avait enlevé le mot droit devant eau dans tout le texte.
Il y a une mobilisation sans précédent là-dessus, et notamment avec des associations comme France Liberté, OVI, la Coalition, etc., mais aussi au niveau européen et international. Donc on a réussi à ce que le mot droit soit remis dans la déclaration, mais donc je vous parle de l'année dernière. Voilà, donc soyons vraiment très conscients de ce qui se passe. Et puis, face aux droits, je crois que les droits, c'est aussi une façon de combattre une nouvelle dérive à laquelle on assiste aujourd'hui dans la vision du développement. Certains acteurs, aujourd'hui, développent ce qu'on appelle une approche bottom of the pyramid. Alors ça, c'est formidable pour les acteurs économiques, c'est-à-dire que, toujours à la recherche de marché, donc à la recherche du marché, il y a la nature, et puis il y a les pauvres. C'est un gros marché, les pauvres. Voilà, des millions et des millions de personnes dedans. Et finalement, ils ont un petit pouvoir d'achat. Alors, comme ils ont un petit pouvoir d'achat, on va développer des produits qui peuvent s'acheter. Donc, au lieu de s'acheter, ils ne peuvent pas s'acheter un litre de désinfectant, par exemple. Ben, c'est pas grave. On va développer une petite dosette, comme ça, qu'ils pourront acheter individuellement. Et donc, voilà, c'est aujourd'hui des dynamiques en œuvre. Hein. Et face à ça, vraiment, la question de la revendication et l'affirmation de l'accès aux droits fondamentaux est un socle commun avec lequel on peut construire des alliances pour se mobiliser contre ça. Alors, sur la question des partenariats et de créer des ponts avec les entreprises, mais on est absolument d'accord. D'ailleurs, je fais partie de celles qui disent que dans le Conseil national, donc l'espace de concertation qui doit être mis en place, il faut qu'il y ait les entreprises, mais qu'on arrête de nous servir toujours les mêmes. Parce qu'à chaque fois, au niveau des pouvoirs publics, on nous sert la Fondation Veolia et on nous sert Danone. Bon, super. Donc, du coup, je pense qu'il va falloir qu'on fasse preuve de... Enfin, il va falloir qu'on fasse des propositions pour que ce ne soit pas toujours les mêmes, qui d'ailleurs n'ont pas quand même une légitimité extraordinaire, parce qu'ils ne sont pas mandatés, ils ne représentent pas un espace collectif, etc., etc. À la limite, dans un espace de concertation, il est beaucoup plus légitime qu'il y ait le MEDEF international que Danone. Bon. Pour l'instant, les démarches de RSE sont des démarches non contraignantes, qui sont entièrement basées sur le volontariat des entreprises. Et c'est bien, et ça, c'est pas du droit. Quand c'est pas contraignant, et quand ça reste sur la base du volontariat, c'est pas du droit. Et c'est ça la prochaine étape. Et s'il y a des entreprises, et il y a des entreprises qui sont prêtes à travailler avec nous là-dessus, évidemment qu'il faut qu'on avance avec elles, et évidemment qu'il ne faut pas diaboliser le monde de l'entreprise, et évidemment qu'il ne faut pas réduire le monde dans l'entreprise à celui des multinationales. Mais là-dessus, on est entièrement d'accord. Et d'ailleurs, on a un groupe de travail au sein du CRID avec les syndicats, et on avait en 2010 ou 2011 rédigé un texte ensemble sur la solidarité internationale et les entreprises. C'était comment, avec aussi ces acteurs-là, hein, parce qu'on peut réfléchir à deuxième point de vigilance, quand les ONG travaillent avec les entreprises, il ne faut pas qu'elles oublient les syndicats. Il ne faut pas qu'elles oublient l'action des syndicats. Il ne faut pas qu'elles oublient que dans beaucoup de pays du monde, beaucoup d'entreprises empêchent l'existence des syndicats. Voilà, donc ne soyons pas naïfs sur le travail avec les entreprises. Moi, le terme partenariat avec les entreprises, je l'utiliserai avec un gros bémol. Avec des entreprises qui ont fini par admettre que respecter les droits humains, c'était quand même un problème par rapport à leur compétitivité. Donc oui, il y a besoin de discuter parce qu'il faut vraiment qu'on sorte de ce schéma-là. Mais voilà, partenariat ONG-entreprise, c'est un mot assez biaisé. Et quand même, il y a pas mal d'ONG qui sont tournées vers les entreprises parce que c'était aussi une manne financière, à un moment donné où les ressources publiques diminuent. Et enfin, un dernier élément, évidemment, c'est la question démocratique. Il y a dans un certain nombre de personnes, y compris en haute responsabilité, et y compris en France, une approche du développement qui va de pair avec une approche sécuritaire. Alors, on a combattu en 2010 contre ça avec l'équipe précédente parce qu'elle nous avait mis dans le document cadre de politique de coopération de la France que sa premier objectif c'était sécurité et développement.
Et on avait gagné, parce qu'on avait réussi à ce que le premier objectif, ce soit la lutte contre la pauvreté. Bon, pas contre les inégalités, faut pas rêver, mais quand même contre la pauvreté. Et là, ce même président dont je vous parlais tout à l'heure, qui était venu clôturer les assises du développement et de la solidarité internationale, quand il nous a présenté sa vision du développement, le deuxième pilier qu'il a cité, c'est sécurité et développement. Et ça, c'est assez inquiétant aussi, parce que non seulement il ne fait pas référence aux droits fondamentaux, mais en plus, il nous donne à nouveau cette vision qu'on avait pourtant combattue et dont on pensait qu'on s'était débarrassé il y a un an, de cette idée que le développement ne peut se faire que s'il y a sécurité et que la sécurité garantit le développement. Alors je ne vais pas rentrer dans une discussion polémique sur l'intervention au Mali, mais quelque part les suites de l'intervention au Mali ont à voir avec cette vision-là du développement. Et si vous écoutez les discours de Fabius ou de Pascal Canfin, pour eux, la solution aujourd'hui au Mali, maintenant que l'intervention française aurait permis au Mali de récupérer son intégrité territoriale, la suite, on nous dit, la solution, c'est sécurité et développement. Et où est la question démocratique là-dedans? Aujourd'hui, il y a une conférence des donateurs pour trouver de l'argent pour le Mali. Qui c'est qui pilote cette conférence? C'est le Mali? C'est la société civile malienne? Je ne crois pas. Et je pense que la France est très active. Et donc, voilà, je pense que cet enjeu démocratique, il est absolument fondamental et trop souvent oublié quand on parle développement. Et là, on a vraiment des dynamiques à l'œuvre qui sont très inquiétantes. J'ajouterais que cette intervention au Mali, elle a permis à certains dictateurs africains de se racheter une conduite face à un gouvernement qui, il y a un an, nous disait que la France-Afrique, c'était fini. Idriss Déby s'est acheté sa tranquillité pour plusieurs années grâce à l'énergie et au nombre de soldats qu'il a fournis dans l'intervention au Mali. Qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? Tout récemment, il y a une rafle d'arrestations d'opposants à Idriss Déby au Tchad. Est-ce qu'on entend la France s'insurger contre ça? Non. Et c'est à nous de le faire. Et donc c'est l'autre aspect de la question démocratique, et c'est là où votre rôle est absolument fondamental, c'est d'affirmer et de se battre pour l'implication citoyenne dans ces enjeux de développement et de construction de nos transitions. Je n'ai pas prononcé le mot jusqu'à présent, mais c'est quand même de ça dont il s'agit. Voilà, de faire en sorte de défendre le renforcement des sociétés civiles, au nord comme au sud, mais pour construire ensemble. Et de ce point de vue-là, le processus du Forum social mondial est un processus absolument historique. Il n'y a jamais eu auparavant, d'abord ça a été un moment de grand espoir. Un autre monde est possible, au début des années 2000, après 15 ans d'ultralibéralisme, ça fait du bien entendre quand même. Et en plus, c'est un espace auto-organisé de la société civile. Et c'est le seul qui réunisse autant de monde aujourd'hui à cette échelle-là. À Tunis, il y a 2 mois, malgré le contexte difficile pour les Tunisiens d'organiser un forum social alors qu'ils sont eux-mêmes en période de transition démocratique et sociale, on a réussi à ce qu'il y ait 60 000 participants à ce forum. Ça n'est jamais arrivé au Maghreb que 60 000 personnes puissent se réunir en toute liberté, sans avoir les flics, sans avoir les gaz lacrymaux, et pouvoir discuter de tous les sujets. Et y compris de ceux qui les empoisonnent en ce moment, qui est la question de l'islam politique. L'intérêt des dynamiques citoyennes, c'est qu'elles permettent de créer des espaces de dialogue, et ce sont aussi des espaces de créativité où on peut inventer des alternatives, qui soient des alternatives qui tiennent compte non seulement de l'urgence écologique, mais aussi des exigences de dignité et de justice sociale qui se sont fait entendre vraiment à travers le monde depuis 2 ans. Bien sûr que la Tunisie et l'Égypte ont donné un souffle absolument prodigieux dans cet élan pour la dignité et la justice sociale, mais aujourd'hui, on est en train de regarder ce qui se passe 2 ans après le mouvement des indignés en Espagne, et c'est absolument extraordinaire. Évidemment, on a l'impression qu'ils n'ont pas résolu le problème. On pourrait leur dire qu'ils n'ont pas résolu le problème.
qu'ils ont le gouvernement qu'ils ont, etc., etc. Mais ce qu'ils ont fait, c'est un travail de terrain absolument prodigieux, qui est vraiment à la source d'un potentiel changement de mentalité très fort en Espagne. Et voilà, et c'est à ça aussi que nous devons servir, c'est à ça aussi que nous devons œuvrer, à faire en sorte que les mentalités évoluent, qu'on arrive à comprendre que c'est pas par le pouvoir d'achat qu'on obtiendra le bonheur, et que c'est pas par sa capacité de consommation qu'on va construire du vivre ensemble. Et qu'aujourd'hui, on a besoin de reposer ce vivre ensemble à l'échelle planétaire comme à l'échelle locale.